Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à l'émission By Intuition, épisode numéro 6. By Intuition, c'est où est-ce qu'on parle en fait avec notre cœur de choses qui nous font vibrer. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un cher ami, Yann Herbert, qui a un bac en biochimie, en fait, qui va nous parler de spiritualité, mais avec une profondeur, avec des termes scientifiques. Alors, ça va être vraiment intéressant. Je suis vraiment excitée de vous le présenter. Alors, sans plus tarder, Yann, bienvenue. Bienvenue parmi nous. Et j'aime vraiment débuter à briser la glace avec un petit fait vécu, en fait, comment qu'on s'est rencontrés. Parce que je trouve que les gens qui viennent à By Intuition, il y a beaucoup de synchronisation, en fait, qui se fait. Puis nous, c'est vraiment des circonstances un peu inhabituelles, si on veut, étant donné que c'est une très chère amie à moi que tu as rencontrée lors d'une manifestation, d'un événement en fait, puis vous avez connecté sur le champ. Puis à ce moment-là, elle dit « Ah, je pense que tu aimerais bien une de mes amies, vous connecteriez bien avec la spiritualité. » Puis en revenant de cet événement-là, ma chère amie m'a mis en contact avec toi, puis comme de fait, on a connecté sur le champ. Puis après, tu fais partie maintenant de mes amies, en fait, spirituelles et plus. Alors vraiment, j'apprécie ta présence. Merci d'avoir accepté. Puis, j'aimerais qu'on débute tout simplement par Yann Herbert. Qui es-tu? C'est une question très large, mais vraiment, fais-nous une petite introduction pour qu'on apprenne à mieux te connaître, en fait. Ben, moi, j'ai fait, comme tu as mentionné, la biochimie. Mm-hmm. Et puis, j'ai travaillé dans les ventes. J'ai jamais travaillé dans le laboratoire parce que je suis une personne assez sociable. Mm-hmm. Puis, m'enfermer dans le laboratoire, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, j'ai fait les ventes, le développement d'affaires et puis la formation, l'éducation scientifique de nos comptes. Donc, les médecins, les hôpitaux. Et puis, j'ai fait des ventes dans les produits les soins de la peau médicaux. OK. Wow. Puis, c'est à ce point-là où j'ai eu un événement avec un patron qui était un peu un défi pour toute l'équipe et pour nos clients. Ouais. Il n'y a pas tout fait longtemps. Mais le dommage a été fait. Le dommage, c'était une bonne chose parce que c'était transformatif. Mm-hmm. Puis, une amie à moi, la femme d'un de mes amis, c'est une professeure de yoga. Puis, elle m'a dit, tu devrais aller faire Vipassana, ça t'aiderait. Vipassana. Ouais. Est-ce que tu peux dire juste avant, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Vipassana? Moi, j'en parle souvent, mais juste qu'est-ce que c'est en fait? Vipassana, c'est une retraite de 10 jours de méditation où on ne parle pas. Donc, pour une personne super sociale, ça a l'air impossible. Effectivement. Et puis, c'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, moi, silencieux, 10 jours, c'est impossible. Uh-huh. Mais là, elle m'a dit, pour les gens, justement, qui ont une haute énergie, qui sont très sociables, ces gens-là, c'est rare qu'ils prennent un temps pour faire l'introspection, pour changer, comprendre les choses, aller à l'intérieur de soi. Oui. Puis je dis, c'est pas fou. Puis le plus que j'y pensais, le plus que ça résonnait. C'est ça. Oui. Puis j'avais déjà commencé à méditer 1 an avant avec l'application Headspace. Oui, 10 minutes, 10 jours. Puis il y a quand même une petite méditation guidée, mais c'est vraiment une introduction. Puis j'ai passé de ça à 10 jours de silence. Wow! Puis ça a vraiment changé ma façon de comprendre les choses parce que le subconscient est jumelé avec le conscient. Mais par définition, le subconscient, c'est sous la conscience. Fait qu'on n'est pas au courant. Mm-hmm. On n'est pas conscient. Puis quand tu es là, puis tu enlèves les pensées, puis le thinking brain, ça te permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis là, j'étais vraiment curieux de comprendre la technique. Puis là que j'ai commencé à apprendre la science de cette technique-là, la subconscience. Même si j'avais étudié la biochimie, la psychologie m'intéressait. Mm-hmm. Puis la neurophysiologie qui est jumelée avec ça. Puis j'ai fait beaucoup de recherches. J'étais allé en Inde une couple de fois. Oui. Et puis j'ai découvert d'autres techniques de subconscience, comment rentrer dans le système opérationnel de l'esprit. Et puis, c'est ça que je partage avec les gens maintenant. Oui, fait que c'est ça qu'on va discuter justement aujourd'hui. Merci. Mais justement, en fait, Vipassana a été l'élément déclencheur, si on veut, à une ouverture plus grande sur la spiritualité, parce qu'on s'entend avec un background qui est très cartésien. On s'entend, les gens qui étudient habituellement en biochimie ont vraiment un profil plus cartésien, là,
sans vouloir encadrer les gens, mais toi, ça a été l'élément déclencheur. Ça fait combien de temps de ça, en fait, par curiosité? Ça fait environ 7 ans. OK. Mais il y a environ 15 ans, j'avais lu un livre de Monk Who Sold His Ferrari. OK. Qui m'avait aussi ouvert à la spiritualité. Je pense que ça, c'était le premier livre que j'avais lu qui m'a vraiment ouvert à la spiritualité. Le premier pas. C'est ça. Puis là, j'ai commencé à faire du yoga. Comme tu dis, les gens cartésiens, il y en a qui font du yoga, mais c'est un petit peu plus comme « Ah, je suis pas trop sûre d'aimer ça ». Fait que c'est ça, je pense, qui était l'élément, malgré petit, qui a déclenché cette direction-là. Mais la Vipassana, c'est vraiment ce qui a été le gros événement déclencheur. Oui, voilà. Qui a fait le saut quantique, on dit. Voilà. Voilà, j'adore. Fait que, tu sais, dans le fond, comme première question pour briser la glace, moi, je fais des soins énergétiques. Je suis thérapeute en passant pour les gens qui ne savent pas. J'ai pas fait ma petite présentation, mais Valérie Lemelin, thérapeute certifiée en soins énergétiques. Et pour ça, comme première question officielle dans la matière, j'aimerais ça que tu me décrives, scientifiquement parlant, qu'est-ce que c'est un soin énergétique? Oui, moi, quand j'en ai reçu un, ça m'a été très semblable à le travail que je fais dans mon Kriya chaque matin. Oui. De lever l'énergie, puis d'aller à l'intérieur de soi, mais pas avec une pratique de mindfulness, de pleine conscience, mais plutôt de lever l'énergie. Parce que pleine conscience, c'est de peut-être réduire le stimulus, le stimulant mental. Oui, le mental, oui, définitivement, pour être plus au cœur. Oui. Puis quand tu fais tes soins énergétiques ou quand une personne apprend à lever cette énergie elle-même, oui. Mais c'est augmenter l'énergie au lieu de calmer le stress. C'est une autre façon de faire les choses, puis c'est une prise de conscience, un éveil de conscience qui est plus intense, qui est plus qui évolue, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais que c'est ça. Mais le corps réagit d'une façon assez intense. Il y a des gens qui peuvent être un peu pris par surprise. Oui. Moi, quand je fais mon Kriya, je sais que c'est normal parce que quand l'énergie monte, elle monte par des centres d'endocrinologie émotionnelle dans le corps qui ont une différente fréquence. Chaque émotion a une fréquence. Définitivement. Mais comme on pourrait dire ça, les centres énergétiques, en fait, qui sont les chakras, si je comprends bien ce que tu me décris. Ça dépend comment tu le vois. Si tu viens de l'Asie, tu vas l'appeler les chakras. Si tu viens de l'Occident, tu vas l'appeler des centres de la médecine moderne, donc les centres d'endocrinologie, mais les deux sont la même chose. Parfait. Chaque chakra a un point d'endocrinologie jumelé, comme la glande pinéale qui se charge de la conversion entre la sérotonine et la mélatonine. Oui. Donc, si un neurologue le regarde de cette façon-là, c'est un centre d'endocrinologie. Si une personne de l'Est, de la Chine ou de l'Inde le regarde, vont l'appeler un chakra. Parfait. J'adore d'avoir les deux versions, mais c'est justement en parlant de la mélatonine et tout, j'aimerais ça justement que tu nous parles de sun gazing. Sun gazing, parce que c'est quelque chose que tu m'as partagé, puis qui m'a vraiment intéressée, puis tout. Puis ça, tous les gens qui ont des petits dons d'énergie à cette période-ci, à cette période-ci, on reçoit moins de lumière de notre cher soleil. C'est vraiment un bon petit truc pour vous pour augmenter votre énergie. Mais qu'est-ce que c'est exactement le sun gazing? Dis-moi. Le sun gazing, ça paraît super bizarre si on ne connaît pas la pratique. Même moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit ça a l'air d'une affaire stupide. Puis j'ai pas vraiment porté à... C'est ça. Puis je comprends quand les gens entendent ça. Tu sais, des fois, je le partage. Il y en a qui sont comme, c'est bien weird. Mais c'est une pratique qui a été pratiquée par les Égyptiens, les Incas, les Aztèques, beaucoup de cultures à travers l'histoire. Puis c'est le worshipping du sun. Mais l'énergie électromagnétique du soleil, lorsqu'elle touche notre peau, elle change notre neurologie. On produit de la vitamine D, puis notre humeur change, notre état émotionnel change. Voilà. Quand cette énergie électromagnétique touche l'œil, ça envoie un signal à la glande pinéale d'augmenter la production de sérotonine. Donc, vu comme ça avec la science, c'est un peu moins... c'est moins bizarre, c'est plus logique pour une personne qui est cartésienne, peut-être. Oui. Puis, par exemple, pour ceux à la maison qui se demandent qu'est-ce que c'est la sérotonine, puis versus la mélatonine, si tu peux juste vite l'expliquer, juste pour qu'on ne perde pas quelques auditeurs. La sérotonine, c'est l'hormone
de la conscience, de l'éveil. Puis la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, donc un état de conscience différent, altéré, la subconscience. Oui. C'est pour ça qu'on a une imagination vivide durant le sommeil. Et puis la glande pinéale, c'est ce qui charge de la conversion entre les deux. Puis quand on fait soit un soin énergétique, ou quand on prend de l'ayahuasca, ou quand on fait un kriya où on peut produire notre propre DMT à l'intérieur de notre corps. DMT qui est, excuse, parce que c'est tous Oui, des termes que tu es habitué d'utiliser. Ouais. Mais moi, je veux que monsieur, madame, tout le monde comprenne. On est plus dans les termes scientifiques. La DMT, c'est l'ingrédient hallucinogène qui est présent dans l'ayahuasca, l'ayahuasca est un thé qui est offert par les chamans dans une cérémonie spirituelle pour pouvoir également rentrer dans le subconscient. Ça jumelle dans l'état de conscience ce qu'il y a profondément caché dans la subconscience, qui est emmagasiné dans l'esprit. Donc, pour revenir à ça, c'est des états de conscience altérés, conscience, subconscience, ayahuasca, cérémonie, soins énergétiques, kriya. Méditation aussi, mais pas de 10 minutes. 10 minutes, tu commences juste à relaxer le thinking brain, puis tu commences juste à baisser le cortisol, qui est l'hormone de stress. Mais quand tu fais des méditations de 1 heure, 1 heure et demie, c'est là où tu peux te défaire du corps, sortir du corps, puis avoir une conscience altérée, plus profonde. Alors, pour revenir à la sérotonine et la mélatonine, quand tu fais du sun gazing, les rayons pénètrent l'œil, puis envoient le message à la glande pinéale. C'est ça, le matin, quand on se réveille, on est dans la mélatonine et puis la subconscience, on ouvre les yeux. Dès qu'on ouvre les yeux, la lumière, pas nécessairement du soleil, mais la lumière vient donner le signal à la rétine et à la glande pinéale de faire la conversion de mélatonine à sérotonine. Puis après le coucher de soleil, l'inverse. Donc, on commence à diminuer la sérotonine pour préparer ou convertir la mélatonine pour le sommeil. Donc, quand on regarde le soleil, l'énergie électromagnétique va augmenter la production de sérotonine. Donc, si on a plus de sérotonine, bien là, quand c'est le temps de convertir à la mélatonine, on va avoir plus de mélatonine. Donc, si quelqu'un a des problèmes de sommeil parce qu'ils sont stressés, qui ont de la misère à s'endormir, tu n'as pas besoin de prendre un supplément. Non. Tu peux juste aller faire du sun gazing. Voilà, on va dormir plus profondément, en fait. Fait que ça va dormir plus profondément, en fait, sommeil plus récupérateur, on a plus d'énergie quand c'est le temps de s'éveiller. Puis, exactement comment qu'on pratique en fait le sun gazing. Admettons que moi, demain matin, je veux commencer à pratiquer le sun gazing. Qu'est-ce que je fais? Oui. Pour pas que ça ait l'air si weird, il y a des précautions à faire parce que c'est sûr que le faire à midi pendant une demi-heure, il faut être fou pour faire ça. Donc, il y a des périodes sécuritaires dans la journée pour le faire. La première heure après le lever du soleil ou la dernière heure avant le coucher. Puis je dirais même que quand tu commences, tu voudras être dans la première demi-heure parce qu'à 45-50 minutes après le lever du soleil, le soleil commence à être fort, si tu n'as pas l'habitude. Oui, parfait. Puis la dernière heure aussi, peut-être la dernière demi-heure quand tu débutes. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut faire 10 secondes la première fois, 20 secondes la deuxième fois, le deuxième jour, 30 secondes la troisième journée pour s'habituer à ce type d'énergie qu'on n'a pas l'habitude de prendre. J'adore. C'est incroyable que juste 10 secondes, ça peut influencer, en fait, la production d'hormones qui va nous aider pour notre énergie autant que notre sommeil. C'est quand même incroyable. C'est naturel, ça coûte rien. C'est ça, exactement. Puis, en fait, aussi, pour les gens qui se demandent quand savoir le coucher, et le lever du soleil sur votre téléphone cellulaire, c'est très bien indiqué. Alors, vraiment, ça, c'est petit outil pratique pour ceux qui veulent s'y mettre et pratiquer. Puis, toi, tu l'as pratiqué quasiment, je pense que ça faisait 3 mois la dernière fois qu'on s'était parlé. Qu'est-ce que tu as remarqué, en fait, comme bienfait? Mais la sensation, l'état émotionnel est vraiment calme. Oui. Puis une autre chose que j'ai remarqué, on peut le sentir. mes cravings de sucre ont été réduites ou enlevées. Wow, puis ça, c'est parce que tu peux affecter le métabolisme avec du sun gazing. La raison, c'est parce que quand tu as beaucoup de cortisol, mettons que tu es dans le monde corpo, tu travailles 40-50 heures par semaine, tu as beaucoup de cortisol, tu as beaucoup d'adrénaline, tu as beaucoup d'objectifs, tu as beaucoup de stress. Puis quand tu as beaucoup de cortisol, tu n'as pas beaucoup de mélatonine. C'est une relation inversement proportionnelle. OK. Alors, si tu peux, comme j'ai mentionné, regarder le soleil, produire plus de sérotonine, après ça, tu vas avoir plus de mélatonine pour dormir, tu vas résoudre ton niveau de cortisol. Parfait. Et puis, le métabolisme, quand les hormones ne sont pas équilibrées, ça fait en sorte que
tu vas être porté à surmanger, les émotions, de manger émotionnel, le monde après une rupture de relation, tu le vois avec la crème glacée, regarder des films, l'image typique. C'est parce que l'émotionnel, il doit être comblé. Il y a un manque. De remplir le vide, exactement, en fait, avec la nourriture. Nourriture, ou tu sais, je pense qu'on peut tomber dans peu importe les excès. Il y a des gens aussi qui vont aller avec de l'alcool, ou tu sais, dans tous les excès, ou se lancer dans plus de travail, workaholic ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, je pense que peu importe, essayer d'aller remplir le vide que ça a créé à l'intérieur, mais pas nécessairement de la bonne manière. Mais bon, on essaie du mieux de notre connaissance, en fait. Ouais. Puis pour venir au cortisol et à la mélatonine, sérotonine, quand on est dans les hormones de stress, c'est le fight or flight. C'est ce qui veut dire? En français, fight or flight, c'est combat ou fuite. Donc c'est dans les temps évolutionnaires, c'est comme dans les temps de tribu où on était chasseurs-cueilleurs, puis il y avait un lion ou un ours, puis là on avait l'adrénaline qui faisait en sorte qu'il fallait se défendre. Fait qu'il fallait courir ou se battre avec le lion. Tout le sang est expulsé aux extrémités du corps pour se battre ou pour courir. Donc, tout le sang est enlevé du centre. Donc, la digestion, elle est négligée. Donc, cortisol, mauvaise digestion. Métabolisme, affecté. Donc, si on peut équilibrer nos hormones, on aura un meilleur métabolisme. Wow! J'adore. C'est tellement intéressant. Puis maintenant, après le sun gazing, ça serait vraiment plus le grounding que j'aimerais que tu me parles. Moi, c'est une pratique que j'adore. J'adore dès que je vais dehors faire du hiking, j'enlève mes souliers et je marche nu-pieds dans la forêt et tout, dans la terre, dans l'herbe. Bref, j'adore ça. C'est ça du grounding en passant. J'allais te demander qu'est-ce que c'était, mais bon, j'ai partager mon expérience, mais qu'est-ce que c'est et quels sont les bienfaits en fait pour le corps? Oui. Donc la science du grounding, notre pratique, c'est de équilibrer les électrons et les protons dans le corps. Donc quand j'étais dans le monde de produits naturels, pas produits de la peau, j'avais appris que l'énergie du soleil causait des reactive oxygen species, donc des espèces d'oxygène réactives. Ça, c'est parce que l'énergie du soleil est tellement forte qu'elle enlève un électron de l'oxygène, de la molécule d'oxygène, donc 2 atomes d'oxygène, O2. On enlève un électron, fait que là, tu as une molécule qui est réactive, elle a besoin d'un électron. Puis elle va venir s'attaquer à la peau, puis elle va prendre un électron de la peau, puis là, tu as une mutation, puis tu as de l'inflammation. Donc, tu as la peau rouge. Mais ça, c'est l'inflammation superficielle, mais l'inflammation intérieure... Ce qui crée ce qu'on appelle les coups de soleil, en fait. Les coups de soleil, c'est un message pour te dire il faut que tu t'enlèves de là. Il faut écouter le corps puis les messages du corps. Il faudrait s'enlever même avant de recevoir le coup de soleil, mais bon. C'est ça, Puis même chose pour le sun gazing, choisir les heures sécuritaires pour s'exposer au soleil. Puis pas aller au soleil quand tu as la peau vraiment pâle, de 11h à 12h de l'après-midi, c'est le temps le plus dangereux du soleil. OK, parfait. Donc cette énergie-là du soleil va causer des reactive oxygen species, des espèces réactives d'oxygène qui vont causer de l'inflammation. Mais l'énergie électromagnétique, elle est partout, pas juste sur la peau. Et puis, cette inflammation-là, elle peut survenir à l'intérieur. Fait que le grounding, parce que dans la Terre, il y a l'ionosphère qui est chargée positivement, puis il y a la Terre qui est chargée négativement. C'est pour ça que quand il y a des éclairs, il y a le flux d'énergie de l'ionosphère vers la Terre. Il y a un flux d'énergie. Ah, c'est super intéressant. OK, excellent. Quand tu marches les pieds nus, il y a un transfert d'électrons. Donc, si on porte toujours des souliers avec des caoutchoucs, on isole le corps de ce contact avec la Terre, puis on accumule cette énergie électromagnétique qui est tout autour de nous. C'est pas juste le soleil, mais c'est le Wi-Fi, c'est les satellites, c'est les ondes AM et FM. Mais les ondes AM et FM sont assez vieilles, donc l'humain peut muter, mais on est toujours bombardé d'une énergie électromagnétique qui peuvent causer de l'inflammation, une réaction d'oxydation, réduction dans le corps. Donc, on a besoin de ce contact avec la Terre pour faire cet échange, ce flux d'électrons, pour faire du grounding et éviter l'inflammation. Parce que l'inflammation va causer des mutations dans l'ADN, comme la mutation de l'ADN qui va causer les rougeurs de la peau. Dans les organes, il va y avoir des mutations, puis quand il y a des mutations dans la cellule, on a des problèmes. Puis si la cellule ne fonctionne pas bien, on peut avoir des cancers, des tumeurs, des maladies. Exactement. OK, parfait. C'est ça. Maladies inflammatoires, comme autoimmune disorders, la maladie de Crohn, maladies inflammatoires du côlon.
Oui, oui, oui. Entre autres. Il y en a plusieurs autres. Fait que le grounding nous permet, en fait, de venir faire une certaine décharge, en fait, si on veut, une libération. La reconnexion avec la Terre, si j'ai bien compris là, dans ma vulgarisation de Monsieur, Madame, pour Monsieur, Madame, tout le monde. Fait que c'est vraiment, ça a vraiment des bienfaits. Puis toi, est-ce que tu as vu, en fait, tu as observé quelques changements, je sais pas moi, sur ta santé ou, je sais pas, parle-moi de ton expérience de grounding, par exemple. Mais celle-là, donc le sun gazing, j'ai commencé au mois de mars. Le earthing, je l'ai découvert dans un documentaire au mois de juillet, août. Donc, j'ai pas autant d'expérience, mais j'aime la pratique. J'ai aussi pas beaucoup d'informations sur la réflexologie ou de sciences là-dessus, mais je sais que quand tu marches sur des petites roches, puis des petites brindilles d'arbres, puis des acorns, en français, j'oublie le nom. Mais quand on marche sur des choses comme ça stimule aussi, puis tu sens l'électricité dans ton corps, le système nerveux qui est activé, les messages de... Tu sais, ça peut être un peu douloureux, mais ça a quand même un effet bénéfique. Donc, mais pour te dire... Je confirme. En fait, ça fait mon travail, mais naturellement. Parce Exactement. que moi, bon, je fais les soins énergétiques à l'aide de la réflexologie, puis à partir en dessous des pieds et sur le côté des pieds, c'est là les points d'énergie que je viens restimuler. Puis, pour chaque organe. Pour chaque organe et les chakras, en fait. Fait que tous les organes vitaux sont situés en dessous des pieds. Et bon, plus connectés en dessous des pieds, c'est plus relié à notre vie, passé, et le corps, c'est plus qu'est-ce qu'on vit dans le présent, et les mains plus futur. Fait que, tu sais, je viens libérer ces énergies-là. Puis au début, ça fait mal quand on marche sur quelques trucs, mais plus que ça débloque, plus que ça fait du bien. Puis ça, tu sais, on va vraiment le sentir là, à la fin de la marche. On se sent vraiment comme wow, puis on se sent plus connecté puis descendu en fait dans notre corps, tu sais, au lieu d'être comme notre énergie comme ici un peu on the edge, on redescend. Ça vient nous déposer, puis déposer dans notre corps. C'est vraiment comme ça que je le vulgarise, si on veut, là, comment je le feel. Puis j'ai dit le grounding, mais c'est plus du hurting. Merci de m'avoir dirigé là-dedans. Puis, en tout cas, moi, j'adore personnellement. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le hurting? Non, c'est des bonnes pratiques à faire pour stabiliser son énergie. Oui, puis c'est simple, ça coûte rien, c'est naturel, allez-y. Puis, en fait, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de physique quantique. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui. Donc, je pense que peut-être que j'ai plus de facilité à comprendre la physique quantique parce que du moment que j'étais au cégep, à l'université, la chimie, il fallait visualiser, il fallait faire une map des atomes, puis chaque élément, les électrons qu'il y avait autour, puis l'espace. Donc, j'ai commencé à un jeune âge à visualiser les atomes, puis le fait que la matière, elle est faite par beaucoup plus d'espace que de physique. Le proton et l'électron, c'est l'aspect physique. Oui. Puis tout ce qu'il y a entre le proton et l'électron, c'est l'énergétique. C'est l'énergétique. Mais les gens pensent que c'est l'espace vide. OK, oui. C'est l'énergie électromagnétique. C'est ça qui dicte la distance à laquelle l'électron va circuler. Donc, est-ce qu'il va circuler à cette distance-là ou est-ce qu'il va circuler à cette distance-là? C'est cette attraction et répulsion-là. C'est l'énergie, l'information qui définit l'atome, l'identité de l'atome. L'autre chose, c'est que tu peux avoir deux atomes quasi identiques, deux atomes d'hydrogène, disons. Donc, un proton puis un électron. Sauf que l'information à l'intérieur, elle est différente. Il y en a un qui va avoir une attraction avec un autre hydrogène et puis un oxygène pour faire de l'eau, H2O. Puis l'autre hydrogène va faire un lien avec le carbone puis faire la matière organique. Pourquoi? Parce qu'il y a une attraction et une répulsion avec différentes choses dans l'identité de chaque atome. Donc, même s'il y a un proton et un électron, dans l'information électromagnétique, il y a l'information différente qui va dicter. Puis nous, les humains, on est la même chose, on est de la même façon. Le même concept, oui. Qui se ressemble, s'assemble. Donc, si tu as quelqu'un avec qui tu as quelque chose en commun, il va y avoir une attraction. S'il n'y a rien, mais il va y avoir plus de répulsion. Donc, avec chaque personne, il y a une attraction puis une répulsion. Avec certaines, juste de la répulsion. Avec d'autres, un peu d'attraction. Avec d'autres, beaucoup d'attraction. Parce qu'on est codifié par de l'information qui est entrée dans notre physique quantique de l'âge de la naissance. Et même avant, avec l'impression génétique. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais
de 0 à 6 ou 7 ans, notre subconscient se forme avec les expériences, pas seulement de ce qu'on se fait dire, mais ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on goûte. C'est la raison pourquoi les émotions, les blessures, les traumas, exactement, qui viennent peupler cette information, populer cette information-là. Oui. Mais la former, nous forger, en fait. Exactement. Donc, un exemple de ça, pour ne pas faire de généralisation, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont moins connectés avec les émotions que les femmes. Pourquoi? Parce que souvent, pas tout le temps, mais souvent, le père va voir son enfant pleurer, puis il va dire « Arrête de pleurer, les grands garçons, ça pleure pas. » Parce qu'il ne se le permet pas lui, fait que ça le met inconfortable. Exactement. On envoie de l'amour, là, mais... C'est la projection de ce que lui a appris de son père et de son père, puis de nos arrière-grands-parents. Intergénérationnel. Puis, exactement. Brisons les patterns. Il faut qu'il y ait un père qui va briser ça, puis qui va dire à son enfant, c'est correct, pourquoi tu pleures, c'est bon de vivre ses émotions, mais de les relâcher et non de rester pris avec. Ouais. Mais si ce moment-là, il n'est pas fait... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait si on retient cette émotion-là, par exemple? Bien, l'enfant à 4 ans va prendre cette information-là... Qu'il ne faut pas qu'il pleure. Qu'il ne faut pas qu'il pleure, puis il va garder cette croyance. Quand on parle de croyances positives, croyances négatives, c'est des patterns qui sont instaurés et ancrés quand on est jeune. Exactement. Donc, l'enfant va grandir comme adolescent, comme adulte, puis il va supprimer ses émotions. Puis les émotions, mais si tu les supprimes, ça ressort. Oui. Puis je confirme, excuse-moi, je ne peux pas te couper, mais juste ajouter, OK? J'ai à peu près 90% de mes patients qui viennent me visiter, qui sont les hommes, en fait, qui sont complètement bloqués ici, au niveau du troisième œil. C'est des larmes, en fait, qui sont retenues. Et même, il y a des hommes qu'on va vraiment voir une bosse, en fait, qui se fait au visage. Ça va ressortir un peu plus comme... Puis ça va être dur. Puis je fais les points de pression pour savoir le degré de douleur, à quel point les chakras sont pris. Et quand j'appuie ici, tous les autres, c'est comme non, un petit 2, un petit 3 sur 10 de douleur. Puis quand j'arrive ici, ça crie comme des fillettes. Sans méchanceté, je ne veux pas catégoriser, mais vraiment, j'ai vraiment une réaction qui est... Oh! Tu sais, c'est vraiment, ça surprend, tu sais, parce qu'ils ne s'attendent pas à être coincés du troisième œil, en fait, du front. Et ici, c'est vraiment tout congestionné. C'est des larmes retenues avec les années et c'est bétonné carrément. Puis quand finalement, je finis par le libérer, les yeux coulent et les larmes, pas pour tous, mais les larmes coulent dans la majorité des cas. C'est incroyable. Tout ce qu'on a retenu pendant des années de ne pas se permettre de pleurer, que ce soit dans des émotions positives comme négatives. C'est quand même impressionnant. Mais excuse, c'était une longue parenthèse, mais je voulais l'ajouter parce que je trouve que c'est un fait qui vient soutenir ton point. L'énergie qui lève, donc ça débloque des choses. Oui, définitivement, parce qu'on active les points d'énergie. Fait que, oui, c'est vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la physique quantique? Mais pour défaire les croyances négatives qu'on a accumulées, il faut en prendre conscience. Oui, c'est le père ou c'est l'enfant qui a reçu cette... information-là. J'allais dire indoctrination. Oh! Parce que l'enfant de 4 ans, il n'a pas la conscience pour dire est-ce que c'est correct ou non, est-ce que je devrais supprimer mes émotions, est-ce que je peux pleurer ou non. Il ne sait pas, fait qu'il apprend de son père sans vraiment savoir, puis c'est ça qu'il apprend. Donc c'est une forme d'indoctrination. Oui, j'adore. Pour que l'indoctrination arrête, il faut que la personne prenne conscience. Oui. Puis comme mon ami l'avait dit, les personnes avec une haute énergie extravertie qui ne s'arrête jamais pour faire l'introspection, mais si tu la fais jamais, cette introspection-là, tu ne vas jamais voir le problème. Exactement. Mais quand tu t'arrêtes, ben là, tu commences à te poser des questions, tu introspectes, tu dis est-ce que c'est correct que je supprime ces émotions? Parce que là, il commence à ressortir quand je suis le 7e, 8e jour à la Vipassana, puis je suis en train de regarder à l'intérieur. Peut-être que c'est pas bon que je supprime parce que ça vient me manger à l'intérieur. Fait que ça, c'est un exemple. Mais la prise de conscience, méditation pleine conscience, pour ça s'appelle pleine conscience, jumeler la subconscience avec la conscience, c'est de voir tout ce qu'on a appris, puis de défaire, relâcher ces patterns-là qui vont causer des répétitions dans notre vie. Oui, tellement. Wow, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, on va le voir, ça me fait juste penser à quelque chose, tu sais. Parfois, les gens qui sont
extraverti, on va avoir de la difficulté à être seul, on va vouloir tout le temps être accompagné parce que on est comme pas bien avec soi-même, on est tout le temps en train de se sauver de l'espèce d'introspection, on veut toujours être stimulé par la télévision, par le téléphone, par tout, tu sais. Puis avec le temps, moi, je me suis mis à l'observer, puis finalement, j'ai fait comme de quoi je me sauve de moi-même, de mon intérieur, de ma personne, tu sais. Puis je veux dire, bon, ça fait quand même un bon 7 à 9 ans là, que je fais du développement personnel pour vraiment, là, j'ai besoin de mon moment de calme et d'introspection, puis ça fait tellement du bien d'être en paix avec soi-même, puis vraiment d'être bien, juste seul, avec aucun stimuli, juste comme être en paix et en harmonie avec soi-même. C'est pour ça, faire des pratiques comme le sun gazing et le earthing, ça te connecte avec les éléments, la nature, puis tu n'as pas besoin de stimulus, tu n'as pas besoin de technologie ou t'es vraiment connecté avec la nature, puis là, ça te permet de faire l'introspection. Bien aussi, comme qu'est-ce que j'explique aussi souvent, en fait, c'est que, bon, dans ma technique, je veux dire, j'apprends aux gens de passer du mental à l'intuitif, au cœur, en fait. Les émotions. Fait que, tu sais, dans le fond, de mettre notre focus plus dans le mental, parce que, tu sais, les gens vivent, bon, à 90 95 % dans le mental, puis à peu près 5 % dans le cœur, dans le moment présent. Tu sais, tout le monde parle du moment présent, mais il n'y a pas grand monde qui sont capables de l'atteindre, mais il n'est pas bien loin. Il faut simplement focusser sur le chakra du cœur, sur l'os du sternum pour nous permettre. Moi, c'est la première étape que j'apprends aux gens pour vraiment leur permettre d'être connectés avec les 5 sens, d'être connectés aussi avec la nature, notre intuition. C'est tout là que ça se passe, tu sais. Fait que la technique apprend à évoluer là-dedans dans notre intuitif, puis qu'il y a une paix intérieure qui vient s'installer absolument incroyable. Fait que... mais tu as déjà eu la chance d'avoir un mini soin énergétique, tu sais, je pense 20 minutes, quelque chose comme ça. Tu pourrais... pas là, mais tu pourrais partager, tu peux comprendre qu'est-ce que je veux dire. Mais je voulais parler de la Kundalini. Il y a des gens qui connaissent le mot Kundalini et il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. C'est bien correct. Moi, dans ma technique, je l'utilise beaucoup et je veux enlever, premièrement, des faits. Comme la Kundalini, des fois, a une réputation... anciennement bizarre un peu. Des fois, il y a des gens qui associaient ça à une certaine sexualité. C'est pas parce que c'est situé dans l'os du périnée ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Il n'y a aucun côté relié à la sexualité et non plus, c'est pas dangereux. Tu sais, anciennement, les chamans disaient non, la Kundalini, il faut pas toucher à ça. En fait, faut être prêt dans la spiritualité. Il faut des préparations, des années et des années. Ils gardaient ça un peu pour eux. Mais là, le temps est révolu. Les gens sont dans l'information, sont dans le spirituel. Ils ont vraiment... On est rendu prêt. Puis j'ai la chance de vivre des éveils de Kundalini à tous les jours sur ma table, plus que jamais, parce que c'est tout simplement un grand saut quantique qui se fait, un grand saut, un éveil en fait. Puis ça fait du bien. Mais j'aimerais ça que tu m'en parles scientifiquement parlant de la Kundalini. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui arrive au corps en fait quand cette connexion à partir ce point d'énergie part du bas pour monter vers le haut. Alors, je te laisse la parole. Pour revenir à la sérotonine et la mélatonine et la DMT, ces 3 molécules-là ont une structure moléculaire assez similaire. OK. C'est juste quelques modifications. Donc, entre la sérotonine et la mélatonine, pour changer le niveau de conscience, pour aller à la subconscience, pour dormir, il suffit juste d'apporter une coupe de groupe méthyle, puis ça change la forme de la molécule un peu, puis ça change l'effet de l'hormone. OK. La DMT, quand on l'ingère ou quand on fait une manipulation pour la produire nous-mêmes ou à travers un soin, c'est similaire. Sauf que l'effet sur la conscience et altérer le niveau de conscience est totalement différent. Donc, quand on peut lever cette énergie-là, on peut faire la conversion. Moi, je peux te parler de mon expérience avec mon kriya que je fais à chaque matin. Oui.
c'est de lever cette énergie. Si les gens ont fait du yoga, ils vont savoir le fire breath. Oui, exactement. Ça, c'est pour augmenter la chaleur, l'énergie, avec l'oxygène. Activer le feu, moi j'ai dit. Activer le flow, activer le système sympathique. Quand on fait de l'exercice, on a cette même respiration-là, puis on commence à suer, parce qu'on génère de l'énergie pour le mouvement qu'on fait. Oui. Mais si on reste assis, mais qu'on fait cette même respiration-là, c'est la respiration qui active le système sans nécessairement faire le sport ou le mouvement. D'accord. Donc, on augmente la chaleur dans le corps, on augmente l'énergie. Puis, comme dans un laboratoire, si on commence avec un produit, puis on le fait passer par les Bunsen burners, puis après ça, on ajoute d'autres ingrédients, bien, on termine avec un autre produit. Donc, si on commence avec la sérotonine ou la mélatonine, puis on augmente la chaleur dans le corps, bien là, on peut convertir à quelque chose d'autre qui est la DMT. D'accord. C'est pour ça que la DMT, on peut la faire nous-mêmes ou on peut prendre de l'ayahuasca ou on peut prendre d'autres psychédéliques. Maintenant, l'ouverture sur les psychédéliques, elle a changé. Il y a moins de stigma parce qu'il y a beaucoup de psychologues puis de centres qui font... Des rituels? Non, Psychedelic Assisted Therapy, donc une thérapie assistée de psychédéliques, de champignons ou mais de... c'est ça, c'est comme des LS. rituels qui sont faits pour que ça soit fait dans une technique profonde spirituelle, en fait. Oui, mais je pense pas qu'un psychiatre ou un psychologue dirait spirituel, c'est plutôt une thérapie médicale pour aider la personne. C'est juste, c'est comme les chakras puis les centres. C'est juste une terminologie différente pour les différentes cultures. D'accord. Mais oui, ce serait comme un rituel, mais dans le contexte médical occidental, il nommerait quelque chose d'autre. OK. Puis pour Post-Traumatic Stress Syndrome, ils utilisent de la MDMA. OK. Donc ça, c'est toutes des choses qui commencent à s'ouvrir pour aider des traumas émotionnels qui sont rentrés dans l'information quantique de la personne, qui restent là puis qui causent des patterns ou qui causent des douleurs. OK. D'accord. Puis quand on peut prendre des substances comme la DMT ou la produire nous-mêmes, on peut jumeler la conscience avec les subconsciences et relâcher des traumas qui nous pèsent puis qui causent ces patterns à se répéter. Des traumas plus profonds à ce niveau-là, tout simplement. D'accord. Exactement. Donc, moi, quand je fais mon travail, il faut monter l'énergie, puis on a un fluide cérébrospinal qui monte et puis qui descend dans la colonne. Oui. Et puis, dans ce fluide cérébrospinal, il y a des charges, comme du sodium, par exemple, du chlore. Donc, ces molécules-là ont des charges électriques. Puis, ça fait un type de force physique. Mais Mantak Chia, qui est un Chinois qui parle de l'énergie Chi, dirait que c'est une force physique, mais c'est aussi une force de la vie. Donc, c'est cette force-là qu'on peut monter vers la glande pinéale pour convertir la sérotonine ou la mélatonine vers la DMT, puis avoir un éveil de conscience plus profond, plus intense. Donc, c'est ça que la Kundalini, il mentionne dans l'Est, qui est vu d'une différente façon dans l'Occident. Mais si tu veux l'expliquer avec la science, c'est vraiment cette énergie qui monte vers la glande pinéale, qui est un centre d'endocrinologie qui altère les niveaux de conscience. Oui, parfait. Puis on s'entend que ça va activer chacun, en fait, des points d'énergie qui sont les chakras par lesquels ça va passer pour se rendre jusqu'en haut. Exactement. Donc, le corps, c'est un peu comme une pyramide parce que chaque centre est plus large que l'autre qui monte. La glande pinéale, c'est le plus petit. La base du racine. Oui, j'ai oublié le mot en français, mais c'est le... Dis-le en anglais. La partie où il y a le périnée, elle est assez large, le bassin. Oui, voilà. Donc, cette énergie-là, elle est plus large. Puis quand elle monte, elle se condense, puis elle devient plus fine. Puis c'est pour ça que le corps peut parfois avoir des vibrations ou... Toi, tu l'as dans tes soins avec tes clients. Puis moi aussi, quand je le fais moi-même, mon corps a des réactions involontaires, mais je le laisse parce que je sais que c'est l'énergie qui monte vers le haut. Exactement. C'est surtout les premières fois chez les gens, quand ça commence à s'éveiller en douceur, je vois les paupières qui sautillent doucement ou le bout des doigts qui commence à tout simplement bouger. Fait que ça, c'est les premiers signes pour moi. Fait que des fois, je veux me dire, OK, dans les prochains soins, ça va peut-être s'éveiller. Je ne force pas personnellement les choses. Quand la Kundalini décide de s'éveiller, c'est parce qu'elle est prête. Fait que ça se fait
tout en douceur et en harmonie. Mais oui, il va y avoir des fois toutes sortes, des émotions aussi qui vont monter et tout. Fait que c'est des belles libérations. C'est très, très libérateur comme expérience, la Kundalini. Puis toutes ces énergies-là, un point que je voulais mentionner, c'est qu'on peut se responsabiliser et puis se prendre en main. Et chaque émotion a une fréquence différente. Mais si on abdique notre responsabilité, il y a des façons où les facteurs externes peuvent s'approprier ça chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner un exemple spécifique, parce que ça a l'air assez abstrait. Mais il y a une technologie médicale qui s'appelle Repetitive Transcranial Magnetic Simulation, donc une simulation transcrânienne à répétition, Repetitive Transcranial magnétique. Oui, donc avec un bâtonnet, il y a des médecins, psychologues qui peuvent traiter la dépression avec une certaine fréquence qu'ils ont découvert la fréquence exacte. Donc, tout est fréquence. Si tu regardes le bleu et le rouge, le mot bleu et le rouge, c'est juste des mots que l'humain a associés. Oui. Mais dans sa nature propre, c'est vraiment une fréquence électromagnétique qui a une wavelength différente du bleu et du rouge. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est des wavelengths, des longueurs d'onde différentes. Voilà, oui. Même chose pour les émotions. Donc, la dépression, c'est une émotion. Et puis, si la personne ne peut pas se prendre en main à débloquer des énergies, le trauma, post-traumatic stress disorder, qui est vraiment ancré dans la physique quantique, dans le champ électromagnétique de la personne, si la personne a la misère, bien là, on peut utiliser une technologie. Sauf que, moi, je vais toujours promouvoir la façon naturelle et personnelle de le faire, la responsabilité de la personne au lieu. Parce que si tu délaisses ça à quelqu'un d'autre, mais des technologies qui peuvent affecter ton état émotionnel, pour moi, je ne voudrais pas donner ma responsabilité de mon état émotionnel à une entité extérieure. Parce qu'après ça, on ne sait pas comment ça peut être utilisé. Puis des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que comme, tu sais, on s'entend... bon, les bobos, les maladies, les blessures, c'est juste notre corps qui essaye de nous transmettre un message. Puis si, dans le fond, à ce moment-là, on règle les choses des fois avec certaines technologies, au lieu de faire son introspection puis de comprendre le pourquoi, bien, des fois, je trouve que ça va faire juste un transfert. Tu sais, ben là, mon foie est correct, mais là, c'est rendu mon pancréas, tu sais, l'organe qui est comme pratiquement à côté. Tu sais, fait qu'il y a comme un transfert, puis c'est toujours pas réglé, puis là, il y a un autre bobo qui sort. Fait que, tu sais, dans le fond, ça mute, si on veut. Ben moi, c'est ce que j'ai remarqué. Fait que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi, je pense que une des raisons pour qu'on est ici, c'est pour transcender ces traumas-là, puis avoir des éveils, puis augmenter la conscience. Exactement. C'est pas juste d'avoir un enfant, puis de construire la procréation de la vie humaine. Ça, c'en est une. Mais aussi de le faire avec une conscience élevée pour ne pas répéter les patterns que nos parents nous enseignent, qui font juste perpétuer les problèmes. Exactement, parce qu'on sait qu'ils ont fait de leur mieux, mais maintenant, il faut nous faire de notre mieux, mais avec des choses qu'on peut se permettre de laisser aller, parce que il y a plein de bonnes choses qu'ils nous ont montrées, plein de bonnes choses qu'ils nous ont données, mais il y en a des choses qui doivent partir, qui doivent quitter, le cycle est terminé. Puis j'ai vraiment aimé aussi le fait de prendre sa responsabilité, puis de faire une introspection, puis de prendre conscience des choses. Parce que tant qu'on n'est pas conscient, on ne peut pas régler la chose. Puis quand on est conscient, on réalise que moi, peut-être que je ressens de la jalousie pour telle raison. Ben à ce moment-là, j'ai 50% du chemin de fait quand je le réalise. Que j'ai ce problème, pas problème-là, mais cette blessure-là. Fait que maintenant, quelles sont mes options pour le régler? Qu'est-ce que je fais? Fait que, tu sais, 50% du chemin est fait de tout simplement en prendre conscience. Puis c'est la moitié du chemin de fait. Fait que c'est quand même énorme. Il y a une autre histoire aussi que je voulais mentionner. Oui. Comme le corps contient... Pour moi, le corps, c'est une manifestation physique de l'esprit ou du subconscient. Puis quand je travaillais dans le monde des appareils médicaux, je travaillais pour la manométrie ésophagienne et anorectale, donc la tracte digestive. Parfait, merci pour la traduction. Et puis, 90% de la business, c'était l'ésophage, donc les reflux ou le sphincter qui est trop fermé puis qui cause un effet
de bouteille quand on mange, donc on a la misère à passer. L'opposé, ce serait le sphincter qui ne ferme pas, puis là, qui laisse l'acide remonter dans l'œsophage qui cause des brûlures. Wow. Puis 10% de la business, c'était la manométrie anorectale. OK. Puis dans ces cas-là, j'ai appris que 95% des femmes qui ont des problèmes de sphincter anorectal, qui s'appelle l'anismus, qui est l'anus qui est vraiment fermé, 95% de ces femmes-là ont eu des traumas d'abus sexuels. Wow. Donc, c'est comme si le corps, sans la nécessité de l'esprit conscient... C'est en mode protection. Protection, exactement. Donc, il se referme parce qu'il veut éviter que ça se reproduise subconsciemment, puis ça cause des problèmes. Donc, il faut en prendre conscience, puis il faut guérir le corps, guérir l'esprit, guérir l'émotion de l'événement, le trauma, pardonner soi-même, transcender ce trauma-là, pour pouvoir récupérer notre santé. Tellement. Puis ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a plein de places dans le corps où des événements peuvent être storés, puis causer subconsciemment des problèmes de santé. Oui, définitivement. Ben, en fait, qu'est-ce que j'aime à ça, en fait, c'est que ça m'amène, ça me fait penser à un quote, une citation que tu as mis, que j'ai mis, je pense, il y a quelques jours sur Instagram, que j'adore, parce que justement, le corps parle et en fait les symptômes sont simplement des signes que ça ne va pas. Et il faut regarder, au lieu de prendre une petite pilule pour geler le tout, il faut apprendre à écouter son corps, puis à l'écouter, puis à aller plus en profondeur. Au lieu de prendre une petite pilule, on gèle le tout, puis là on devient du béton, puis après on ne sent plus rien, puis on ne peut plus être à l'écoute, on est toutes bétonnées. Puis on délaie le problème à un plus gros problème qui devient encore plus difficile à régler. Exactement, parce que là, après, ça devient du stress, des petits nœuds, puis ça se transfère après, puis oui, à la fin, oui, ça peut donner des cancers, puis là, c'est vraiment plus difficile à déloger. Mais, tu sais, par expérience, tu sais, je travaille avec beaucoup de gens qui ont, tu sais, fibromyalgie, tu sais, je veux dire, cancer aussi, tu sais, l'arthrite généralisée, tu sais, beaucoup de gens, mais quand on met le doigt sur le bobo, on n'a plus de symptômes, tu sais, on a vraiment, tu sais, pour la majorité des cas, je veux dire, c'est des fois une longue démarche, mais quand on met le doigt sur le bobo, c'est comme une ouverture qui se fait, puis les symptômes qui s'en vont, tu sais, des gens qui prenaient de la morphine à tous les jours, qui avaient de la misère à marcher, puis à prendre quelque chose dans les mains, puis là, qui fonctionne super bien, puis que leur santé est de retour, free cancer, tu sais, parce qu'on était faire des introspections, puis enlever des traumas assez profonds pour que le corps, en fait, soit capable de s'auto-guérir, parce que c'est sa fonction première, mais il faut être à l'écoute à la base, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant que tu viennes vraiment comme confirmer par, des faits, mais je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Sinon, j'avais un autre petit dernier sujet à ajouter, peut-être à propos de ça. Je ne sais pas si tu avais... Oui, juste pour terminer sur ce point-là, pour ce que tu viens de dire, moi, quand j'étais dans le monde corpo, il y avait beaucoup d'épuisement professionnel. Oui. Puis ça peut paraître quelque chose de catastrophique quand tu as une carrière puis un but ultime, mais un épuisement professionnel, c'est, en anglais, on dit un blessing in disguise. C'est vraiment une alerte d'une des plus grandes chances, parce que c'est quelque chose qui dit d'arrêter puis d'observer puis de changer quelque chose. Fait que c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est beaucoup plus facile d'arranger un épuisement professionnel qu'un cancer à 50, 60 ans, parce que celui-là, il va être plus difficile à déloger puis faire un changement. Il est plus profond. Oui, c'est ça. Définitivement. Mais c'est pas impossible, vraiment pas. Au contraire. T'as des messages. Oui, non, définitivement. Oui, j'adore. Oui, c'est vraiment bien dit. Fait que pour tous les gens qui sont en arrêt de travail, prenez ce moment-là pour vous reconnecter à votre essence, à votre intuition, à votre cœur, puis profitez-en pour justement faire votre ménage intérieur. Ça fait du bien. Alors, en fait, le dernier point que je voulais aborder, c'est la pollution électromagnétique. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ça exactement? Donc, comme on est fait d'énergie, si on prend la physique quantique, on est protons et électrons, mais toute cette énergie électromagnétique-là, c'est 99,9999% OK, mais de attends, notre... la base, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est la pollution électromagnétique pour monsieur, madame, tout le monde? Oh. Oui. Donc, c'est les symptômes que certaines personnes ont
face à le Wi-Fi, Oui, parfait. les antennes de téléphone, les rayons AM, FM de la radio. Puis ceux-là, ils sont assez vieilles, ils ont peut-être 100 ans, donc on a déjà muté, mais les nouvelles qui s'accumulent et qui s'accumulent et qui s'accumulent, la 5G qui s'en vient. La 5G qui s'en vient. Donc, il y a 3% de la population qui est hypersensible à l'électromagnétisme. Ils ont des nausées, ils ont des maux de tête, des migraines, leur système nerveux il est affecté. Pour revenir à la physique quantique, on est fait d'énergie électromagnétique. Voilà. Donc, c'est une illusion de penser qu'on est juste solide, parce que c'est pas vrai. On est beaucoup plus énergie que solide. OK. Puis dans notre quotidien, il y a toujours des interférences d'énergie électromagnétique, comme celle que je viens de mentionner. Puis il y a des gens qui sont plus sensibles parce que leur système nerveux est fait différemment. Chaque personne a un système nerveux différent, presque comme une empreinte digitale, parce qu'on a des accumulations et des événements qui nous ont marqués d'une façon différente, chacun d'entre nous. Donc, ces personnes-là qui ont une hypersensibilité ont, pour une raison ou une autre, ont eu des systèmes nerveux un peu plus affectés, un peu plus sensibles, qui vont ressentir cette contamination ou interférence. D'accord. Puis il y a l'interférence positive, puis il y a l'interférence négative. La négative, c'est ce qui peut causer un problème. C'est pour ça que les dentistes, quand ils font des rayons X, ils se cachent toujours derrière un mur. Oui. Puis la 5G, les gens disent c'est non ionisant. Donc ça veut dire que c'est pas comme le soleil qui a assez d'énergie pour enlever un électron. Sauf que si tu mets quelqu'un dans un micro-ondes pendant 3 minutes, il va avoir des problèmes de santé. C'est pas de dire que la 5G, c'est non ionisant, donc il n'y a pas de risque. Il y a des gens qui sont sensibles puis qui vont ressentir ce problème-là. Puis comme... OK, c'est bon. Ouais, vas-y. Je te laisse... Non, je te laisse. Puis il y a des façons de... Au début, j'étais assez concerné par cette nouvelle technologie parce que même en excluant le 5G, le 3%, il est quand même là, il existe. Puis ils ont des problèmes avec les antennes de 4G ou le Wi-Fi ou les téléphones. Puis là, en plus, on va rajouter le 5G au lieu d'avoir des antennes sur le Mont-Royal, puis un peu ici, là, à chaque 3-4 km, ça va être à chaque 200 ou 300 mètres, donc beaucoup plus d'antennes partout. Il faut trouver une façon de transcender cette pollution-là. Oui, comment se protéger. C'est ça, exactement, c'est important. Tu sais, on peut pas tous s'acheter un chalet à Minerve. Voilà. Dans une grotte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger vraiment de la 5G? Ce travail-là, quand notre système nerveux est activé d'une façon sympathique, on est stressé, on produit du cortisol, de l'adrénaline. Il est activé, mais s'il est activé d'une façon vraiment comme à temps plein, c'est pas très adaptative en anglais. There we go. Donc, le fight or flight, il est là pour une raison, pour nous protéger, mais à 10% du temps. Dans le temps des chasseurs-cueilleurs, on était face à un danger, on se prenait en main, le corps nous protégeait avec l'adrénaline, puis là, on pouvait relaxer avec la tribu, puis être correct. Ça, c'est adaptatif. Ouais. Mais quand c'est 60... en mode survie, quand c'est 40, 50, 60% du temps, ce cortisol-là, cette adrénaline-là vient affecter le système nerveux et la fonction cellulaire. Donc, il faut trouver une façon de calmer le système nerveux, puis muter, mais d'une façon positive à cette toxicité-là qu'on va avoir autour de nous. Donc, les 3% de la population qui ont cette hypersensibilité là, peuvent trouver une façon, soit avec un soin énergétique ou avec du travail de produire de la DMT, comme j'ai mentionné, d'activer avec du breathwork, du travail de respiration, méditation, pour changer l'énergie du système nerveux pour être plus fort. Parce que c'est malheureusement les plus faibles qui sont les plus sensibles, puis c'est les plus forts qui vont tolérer ou être capables de muter puis de ne pas être affectés. Mais le système nerveux, comme je dis, il faut se prendre en main puis être responsable de son système nerveux, puis de transcender ces problèmes-là, ces troubles-là qu'on a eus, ces accumulations-là de traumas, pour pouvoir avoir un système nerveux optimisé, notre physique quantique qui est en bon fonctionnement, pour que ensuite la biologie cellulaire fonctionne bien. Fait que si tu sais, l'enfant qui dit pourquoi, quand tu vas toujours dans le plus profond, on a des maladies à cause que la fonction cellulaire ne fonctionne pas bien. On a des tumeurs parce que la cellule n'a pas tué les multiplications qui étaient
qui était toxique. Là, ça cause une surproduction de cellules qui cause une tumeur. Mais pourquoi? Parce que dans la physique quantique des cellules, il y a une information dans une partie du corps qui n'est pas alignée, soit par un trauma ou par l'esprit subconscient. Puis ça, c'est de l'énergie invisible, électromagnétique, qu'il faut régler. Puis quand ça, c'est réglé, bien, on devient plus fort, puis on peut muter, puis passer à travers ces problèmes comme la pollution électromagnétique. Oui, puis si, par exemple, j'imagine que c'est ça, on absorbe ces espèces d'ondes-là, puis en faisant un espèce de ménage, un auto-soin par la méditation, le yoga, earthing, voilà. Par exemple. Mais tu sais, vraiment des mettre dans notre routine, ça va vraiment nous protéger à garder notre taux vibratoire, notre taux énergétique le plus élevé possible pour moins en subir les conséquences, si je résume. Le système nerveux, puis la neurologie qui en découle. Donc, cortisol, adrénaline, dopamine, oxytocin, c'est toutes des molécules qui dépendent des émotions qu'on vit, puis du stress. Donc, si on peut gérer notre système nerveux, on peut optimiser notre neurologie et endocrinologie. Wow, c'est vraiment intéressant, j'adore ça. Merci. C'était le dernier sujet que je voulais couvrir, mais j'en ai un qui me vient à l'esprit. Puis là, c'est juste une petite question. Ton opinion, toi, est-ce que tu as déjà... c'est personnel, dans le fond. Fait que je vais juste te demander ton opinion sur la ayahuasca. Voyons, j'ai le mélange tout le temps le nom, excuse-moi. L'ayahuasca. OK, une autre fois. Ayahuasca. C'est ça. Yeah, je l'ai eu. OK, check, finally. Alors, quelle est ton opinion là-dessus? Parce que moi, je suis mitigée un petit peu, puis il y a des gens qui me demandent conseil, puis je veux dire, je dis aux gens de se connecter à leur intuition, puis leur corps savent qu'est-ce qui est bon pour eux. Mais moi, personnellement, je suis mitigée. Peut-être que c'est le manque d'informations, mais dans ma tête, je peux arriver au même résultat avec la Kundalini quand elle est prête que de forcer la chose avec une substance extérieure. Fait que je sais pas. Ça, c'est mon opinion, mais je vais entendre la tienne parce que j'aime beaucoup avoir ton opinion parce qu'avec toutes tes connaissances, ça me rassure. Mais ta position, je dirais qu'elle est assez bonne parce que ça va, l'événement ou la possibilité va te parler si tu écoutes ton intuition. Tu vois, moi, avec mon accumulation, mon bagage, j'ai entendu parler de ça, puis je l'ai étudié pendant longtemps, des documentaires, j'ai lu sur l'ayahuasca avant de le prendre. Puis, je voulais m'assurer avec quoi je m'embarquais. Mais c'est vrai que ça peut être un peu éprouvant d'y aller de l'avant avec cette cérémonie-là. Puis le chaman est très important également. Oui. Il ne faut pas choisir n'importe qui, en fait. Mais comment tu peux savoir de l'Occident, du Québec, si tu vas faire un voyage au Pérou, si le chaman que tu as trouvé sur l'Internet ou que quelqu'un t'a référé, si c'est quelqu'un qui te le réfère, c'est plus facile. C'est plus facile, mais si tu y vas tout seul, ça peut être un faux chaman qui ne sait pas comment gérer les énergies, le Reiki, la Kundalini, les éveils. Puis quelqu'un peut avoir une psychose, puis peut être exclu du groupe. Puis ça peut être catastrophique. Les gens aussi qui ont un background de maladie mentale dans leur famille, comme la schizophrénie, ou si la personne elle a de la schizophrénie, ou si elle l'a dormant, mais elle ne sait pas qu'elle l'a, ça peut venir faire un problème si c'est pas bien géré. Il y a quand même beaucoup de risques, là. Il y a beaucoup de risques, puis il y a beaucoup d'alternatives aussi, comme de dire avec le soin énergétique ou prendre un cours de Kriya. Pour vraiment relâcher toutes ces accumulations dans le corps qui viennent s'accumuler, pour relâcher, puis transcender. C'est pas nécessaire que ce soit de l'ayahuasca. Ça, c'est une façon parmi tant d'autres. D'accord. Donc, si la personne, elle sent confiance, elle a été référée à un chaman, elle a regardé de la documentation, elle s'est informée, elle s'est responsabilisée pour l'événement et l'information, je dirais que ça devrait être correct. Mais s'il y a un doute ou un risque ou la nervosité, peut-être que c'est juste que ça ne le dit pas avec l'intuition. Oui, que c'est peut-être pas aligné, c'est peut-être pas le moment, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à apprendre avant d'aller dans cette voie-là, tout simplement. Je ne sais pas si c'était tout pour l'ayahuasca que tu voulais dire. C'était mon opinion, mais si tu veux ajouter quelque chose, tu un autre, pour revenir à le cœur que tu mentionnais, j'avais oublié de mentionner, la cohérence du cœur qui est très important. Oui, tellement. Donc la cohérence du cœur qui vient se jumeler avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est les émotions, c'est le système nerveux.
Puis quand on est dans les hormones de stress, quand on n'a pas de technique pour vraiment transcender ou contrôler ces émotions-là, puis qui viennent s'emparer de notre état d'être, ben, le cortisol, l'adrénaline font en sorte que, comme j'ai dit, il faut pomper le sang vers les extrémités. Donc, le cœur commence à pomper encore plus rapidement avec les hormones de stress, adrénaline ou cortisol. Puis il y a une chose qui s'appelle heart rate variability, qui est la variabilité du pouls, du battement de cœur. Wow. Donc, il y a un institut en Californie qui s'appelle HeartMath Institute qui ont su mesurer les battements de cœur et l'espace ou le temps entre chaque battement à la milliseconde. OK, intéressant. Wow. Puis à chaque émotion, ils ont pu déterminer s'il y avait une cohérence ou non au cœur. Donc, quand les gens sont avec le stress, l'anxiété, la haine, la rage, mais le cœur bat d'une façon irrégulière. Donc, il y a une haute variabilité au pouls. Okay. Ça varie beaucoup. Entre chaque battement, il y a une variation. Puis là, ils ont dit aux mêmes personnes de penser à la gratitude. Ça, c'est l'émotion la plus facile à changer parce que si quelqu'un est fâché, ça veut dire arrête d'être fâché. Non, mais tu sais pas qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Ils vont te convaincre qu'ils doivent rester dans cette émotion-là parce que cette émotion-là, puis ces hormones-là de stress, ils deviennent addictives. Le corps devient accro à ces hormones-là. Fait que là, ils vont vouloir rester inconsciemment dans cet état d'être. Oui. Mais si tu Au dis, lieu d'élever, t'as pas de gratitude dans ta vie, regarde, t'as un verre d'eau. En Inde, il faut qu'ils aillent dans des villages, d'autres places pour de l'eau, puis des fois c'est contaminé, puis ils vomissent parce que c'est pollué. Puis ouais, c'est vrai que j'ai de l'eau à portée de la main. Ici, c'est facile. T'as un toit au-dessus de ta tête, il fait froid au Québec, il y en a qui n'en ont pas, qui ne savent pas quoi faire pour avoir un toit. Ouais, là, tu peux changer l'état émotionnel. Fait que HeartMath Institute, ils ont fait des exercices de gratitude pour les gens qui étaient stressés ou fâchés. Puis ils ont vu qu'en faisant ces exercices de gratitude-là, ils ont pu avoir un battement de cœur cohérent et non variable. Wow, régulier. Exactement. Wow, j'adore. Puis ce que ça fait, il y a un autre instrument qui s'appelle un SQUID qui mesure le champ électromagnétique du cœur. Puis quand l'émotion, elle est augmentée, parce que j'ai mentionné que chaque émotion a une vibration, une fréquence, comme la dépression avec le petit bâtonnet qu'on peut affecter. Chaque émotion a une fréquence, puis là, tu changes la fréquence, puis le cœur, le champ magnétique augmente. Puis la distance à laquelle le champ magnétique peut être mesuré augmente également. Donc, le champ magnétique est plus fort et fortifié par l'état émotionnel. Puis ça, récemment, je l'ai vécu parce que je suis allé faire du vélo. Puis c'était la première fois que je faisais un peloton. Oui. On était 5. Puis habituellement, j'avais fait des longues distances, mais j'étais avec un autre ami, on était 3. On faisait pas de drifting. Ça, c'est être en arrière d'un autre cycliste pour pas avoir la résistance du vent. Puis garder son énergie. Puis il y a des rotations qui se font, pour ceux qui connaissent pas le cyclisme ou les pelotons. Oui. Et puis, j'avais de la misère à suivre le groupe parce que c'est du monde qui pousse. Puis au début, j'ai dit, il y en a un qui était gros, mais qu'on m'a dit qu'il pédale vite. Si je fais du drifting, je vais faire derrière lui parce qu'il bloque beaucoup de vent. Mais lui, c'était sa première année de faire du vélo. Okay. Puis il y en a un autre qui a vu que j'avais de la misère, puis il a retraité en arrière, puis il a dit, mets-toi derrière moi, garde 2 pouces de distance avec ma roue, qui est vraiment proche. Oui, vraiment. Puis drift en arrière de moi. Puis immédiatement, quand j'ai drifté en arrière de lui, la difficulté de mon cœur, elle s'est calmée. Mais c'est un cycliste qui ne connaît pas la cohérence du cœur va dire c'est parce que c'est le drifting, puis c'est plus facile, puis c'est juste une dimension à l'événement. Oui. Mais l'autre dimension, c'est que le cœur va entraîner une autre cohérence. OK. Je vais m'expliquer. Vas-y. Fait que HeartMath Institute, ce qu'ils ont fait, en plus de mesurer le champ magnétique, c'est qu'ils ont vu que les gens qui étaient dans la même pièce, mais qui ne méditaient pas, qui ne pratiquaient pas la gratitude, ont aussi un effet du champ magnétique, la cohérence du cœur qui a été, la variabilité a été réduite. Donc, l'effet électromagnétique du cœur qui augmente va affecter la personne à côté de toi, puis les calmer. Donc, les émotions sont contagieuses avec le champ magnétique. Oui. Fait que quand j'étais derrière ce cycliste-là, le beau-frère de mon ami, c'est comme si son pouls puis mon pouls, les deux avaient été entraînés ensemble. Synchronisation, exactement. Puis là, ça a été calmé. Wow. Donc, c'est pour ça qu'un peloton, c'est comme une conscience. C'est un groupe avec toute une énergie en unité. Exactement. Oui, j'adore. Puis ça, on le voit dans la nature avec les oiseaux.
quand il y a des oiseaux, pas ceux qui migrent, mais aussi des fois où des chauves-souris, il y a comme un gros groupe qui monte puis qui descend dans les airs, puis c'est vraiment impressionnant. Puis ils suivent, oui, Puis ils c'est vrai, suivent. c'est ça. Puis là, on se dit, où les poissons... Puis ils sont placés, tu sais, même les canards, ils sont placés à exactement la même distance, puis forment une super belle, comme un genre de triangle au ciel, là. C'est de toute beauté, mais c'est le même principe. Une unisson, puis un groupe, où les poissons, on le voit encore plus. Oui. On se demande comment ils peuvent tourner d'une milliseconde à une autre dans la même direction. C'est que c'est un esprit, c'est une énergie, c'est une unité. Et non chaque individu. C'est ça, ils redescendent ici. C'est l'intuition, c'est la connexion profonde à l'intuition. Parce que quand on est ici, on est dans la dualité, dans le mental. Puis quand on est ici, on est dans l'unité, on est tous ensemble. Exactement. Fait que c'est qu'est-ce que j'explique au début de mes soins là, aux gens. Fait que c'est wow, c'est beau. J'avais jamais comme pris conscience de ça. Puis pourtant, c'est des bels exemples simples. Que tout le monde a pu observer dans leur vie, j'adore. Oui, des fois, tu es à côté de quelqu'un qui est vraiment charismatique, qui a un bon sens de l'humour, puis tu veux être autour d'eux parce qu'ils sont magnétiques. Puis une autre personne qui va avoir une énergie un peu plus sombre, elle va peut-être plus te repousser parce que c'est plus intense. Ouais. Fait que cette cohérence du cœur, cet état émotionnel-là va faire en sorte que tu vas attirer ou repulser, puis les émotions sont contagieuses, mais pas nécessairement l'émotion. Quand on est allé faire du vélo, Rob, qui était plus maigre que l'autre, avait beaucoup plus de cadence parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience. Puis tout de suite, le champ magnétique a été senti, puis je l'ai vécu. J'ai dit, ah, c'est ça. C'est ça, la cohérence du cœur qui est contagieuse, puis le champ magnétique, puis je l'ai tout de suite senti, puis j'ai été calmé. Génial. J'adore. Ah, ça finit bien notre conversation, notre échange. J'adore. Alors, si on veut en savoir plus, tu es quand même présent sur Instagram et tu as même un site Internet. Alors, quel est ton site Internet, premièrement? Mon site, c'est Yann Herbert, HERBERT.com. Oui. Parfait. Ça, c'est pour les ateliers dans le monde corpo pour éviter les épuisements professionnels, puis comment savoir gérer notre système nerveux, puis nos émotions, l'épigénétique, le côté scientifique, mais simplifié pour les non-scientifiques. J'adore. Et puis Instagram, je partage des choses comme le sun gazing, le earthing, comment gérer son épigénétique, ses émotions, sa neurologie, comment optimiser de multiples façons. Oui, j'adore te suivre sur Instagram. Alors, génial. Alors, j'espère que vous avez apprécié. L'Instagram, c'est NeuroHack Ian. Oui. Donc, NeuroHack, oui. NeuroHack, hacking, puis mon nom IAN à la fin en un mot. Parfait. On s'arrangera pour mettre ça, le lien juste en dessous. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre émission By Intuition. Alors, si vous avez apprécié, faites juste un petit like et vous pouvez suivre aussi notre page. On va avoir beaucoup d'autres grands noms, d'autres interviews qui s'en viennent. Alors, suivez-nous, ça s'en vient. Alors, je vous remercie infiniment. Et merci à Yann pour tes informations, ton savoir, ta passion. C'était vraiment bien de t'avoir. Merci à toi pour l'invitation. Merci, au plaisir à tous.